Ruben Oum-Niobé fut abattu le 13 septembre 1958 dans la forêt où il se cachait, après que les troupes coloniales françaises l'eurent localisé, grâce à des indiscrétions de quelques ralliés. Après de longs mois de traque infernale et fort meurtrière contre tous ses partisans, tous tués ou capturés les uns après les autres, son campement fut localisé en début septembre 1958. Oum-Niobé fut tué de plusieurs balles, près de son village natal. Après l'avoir tué, les militaires traînèrent son cadavre dans la boue. Les autorités coloniales le firent enterrer sans cérémonie, immergé dans un bloc massif de béton. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Nous allons vous conter dans cette vidéo l'histoire d'Oum-Niobé. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche de notification afin d'être informé de la sortie d'une nouvelle vidéo. Ruben Oum-Niobé est né en 1913 au Cameroun. Le Cameroun, encore sous occupation brutale allemande, se retrouve partagé après la Première Guerre mondiale entre la France et le Royaume-Uni. En effet, le Cameroun est d'abord une colonie allemande, puis placé en 1919 par la Société des Nations sous la tutelle française pour sa partie orientale et britannique pour sa partie occidentale. Élevé dans le vitalisme par son père, Oum-Niobé est scolarisé dans les écoles presbytériennes de la partie du pays occupé par la France. Il fait partie de la minorité de Camerounais ayant accès à cette scolarisation. Par la suite, il est promu fonctionnaire, d'abord dans le domaine des finances, puis dans l'administration judiciaire. Autodidacte, polyglotte, brillant et passionné de droit, il lutte contre les injustices et l'esclavage qui touchent les Camerounais. Le travail forcé dans les chantiers et les plantations tue les hommes par milliers. La ségrégation avec le code de l'indigénat fait des Noirs des sous-hommes. La confiscation des terres et des vivres sont courantes. Ce sont les éléments qui font élever Oum-Niobé à avoir une conscience politique. Prenant le vent des revendications qui balaient l'Afrique après la Deuxième Guerre mondiale, Ruben Oum-Niobé est initié au syndicalisme par les Français et devient membre du syndicat CGT en 1947. Il combat la division de son pays en zones francophones et anglophones. L'UPC, Union des populations du Cameroun, va voir le jour en 1948 dans le milieu syndical de la cité portuaire de Douala. Rapidement, les revendications de l'UPC, indépendance et réunification, deviennent extrêmement populaires, en particulier dans l'ouest et le sud du pays. Pour info, les Bamileke et Bassa ont particulièrement souffert du système de prédation et du travail forcé imposé par les Allemands, puis les Français. Pour Oum-Niobé et ses partisans, le mot Cameroun, Cameroun avec K, représente l'unification et l'unité. Unité qu'il faut retrouver rapidement. Cependant, ce mot est considéré comme un affront par la France qui vient de subir une cuisson défaite face à l'Allemagne hitlérienne. Oum-Niobé, en tant que leader syndical, sillonne le pays à pied et à vélo pour sensibiliser les populations sur leurs mauvaises conditions d'esclavage et sur un accès rapide à l'indépendance. Partout où il passe, les dérapages et les grèves dans les chantiers éclatent spontanément. Il regroupe des personnes par milliers et soulève les espoirs, dénonce l'Église catholique qui soutient la colonisation. Il parvient à regrouper autour de lui des hommes issus de tous les peuples et réussit à se constituer une base nationale solide. Oum-Niobé hérite du nom de Podol, c'est-à-dire celui qui porte la parole des siens. Indépendance immédiate devient le slogan des Camerounais. Oum-Niobé devient également vice-président du mouvement continental RDA. RDA signifie Rassemblement démocratique africain. C'est un mouvement qui a été créé par le président ivoirien Félix Houphouët-Boigny. Pour plaider la cause nationaliste, Oum-Niobé se rend à 3 reprises au siège de l'ONU à New York. La France, voyant la montée rapide de l'UPC et son influence sur les populations, va décider de s'opposer violemment en perturbant toutes les manifestations et toutes les réunions de l'UPC. La France va finir par interdire l'UPC en juillet 1955. Acculé, l'UPC décide de répondre à la violence par la violence, en se lançant dans des actions de guérilla et en abandonnant le principe de non-violence. Oum-Niobé et ses partisans vont premièrement entrer dans la clandestinité, puis vont prendre le maquis et seront suivis par un tiers de la population du sud du pays.
Les UPCistes vont saboter les lignes téléphoniques, vont faire sauter à l'explosif des chemins de fer et des ponts, vont incendier les lieux publics et vont tuer ceux qui collaborent avec les colons. Niobe va conquérir le département de la Sanaga maritime et va créer un gouvernement parallèle à celui des collaborateurs. Nationaliste convaincu et incorruptible, il refuse toutes les offres d'indépendance partielle que lui font les colons. Le refus d'Niobe est tout à fait normal car son but était d'unifier le pays. Les autorités françaises vont donc décider d'imposer un régime de terreur au Cameroun. Sous la direction du haut-commissaire du Cameroun de l'époque, Pierre Messmer, la France va utiliser les mêmes méthodes qu'en Algérie. Traqués, présentés comme des terroristes, les UPCistes sont infiltrés, arrêtés, torturés, déportés, assassinés, décapités. Des dizaines de villages sont rasés, d'autres bombardés. Les Camerounais sont déplacés, regroupés dans des camps. La répression cible en particulier les UPCistes, principal vivier de la rébellion. Des colonnes de fumée s'élèvent dans la ville de Douala, les émeutes éclatent dans tout le pays et l'insurrection se généralise. Les Camerounais vont mourir par milliers, leurs cadavres laissés à l'abandon et mangés par les chiens. Nous avons retrouvé le témoignage de quelques Camerounais ayant vécu à cette période que nous allons lire. Le premier témoignage est celui d'un habitant de Douala qui dit ceci. Il y avait un couvre-feu à partir de 20 heures. L'armée encerclait alors le quartier et on entendait des coups de feu d'intimidation jusqu'au matin. Comme les balles traversaient parfois les maisons, nous dormions sous nos lits. Le second témoignage est celui de la journaliste Henriette Ekoué qui dit ceci. Tous les matins, on trouvait des têtes coupées exposées sur les trottoirs. Elles étaient destinées à effrayer les gens et leur dire « Ne rejoignez pas le maquis, vous finirez comme eux ». Le troisième témoignage est celui d'un résistant qui indique ceci. C'était une guerre asymétrique. Nous n'avions que des machettes à opposer aux armes automatiques de l'armée française. En forêt, où nous vivions, nous n'avions rien à manger. On peut donc constater avec ces témoignages que les Camerounais vivaient dans l'horreur durant toute cette période. En France, ces événements passaient quasiment inaperçus. La presse était préoccupée avant tout par la guerre d'Algérie. Très peu d'informations à propos du Cameroun, parce que c'était une guerre de professionnels qui ne nécessitait pas une intervention militaire, contrairement à l'Algérie, souligne l'historien français Gabriel Perrier. Gabriel Perrier ajoute ceci. D'ailleurs, la France n'a officiellement jamais été en guerre au Cameroun et le cœur expéditionnaire y a été envoyé pratiquement dans une semi-clandestinité. Ce que l'on comprend de Gabriel Perrier, c'est soit la France fermait les yeux par rapport à cette guerre, soit elle minimisait les pertes humaines et l'horreur que subissaient les Camerounais. En 1958, le refuge d'Niobe est découvert. Il est tué alors qu'il tente de s'enfuir. Son corps, ensanglanté et défiguré, est enterré à la va-vite par les autorités coloniales et recouvert d'une dalle de béton. Le Cameroun accède finalement à l'indépendance en 1960. Mais le pays reste sous l'étroit contrôle politique et économique de la France. La France va choisir Amadou Ahidjo comme président du Cameroun. Que s'est-il passé après la mort d'Niobe ? Après la mort d'Niobe, l'UPC va poursuivre sa lutte de libération à l'ouest, en plein pays Bamileke, via sa branche armée nommée ALNK, qui signifie Armée de libération nationale du Cameroun. Avec l'aide active de l'armée française restée sur place jusqu'en 1964, l'ALNK sera malheureusement combattue sur le mode de la politique de la terre brûlée. Dans chaque village, on notera de nombreux morts. Le siège de l'état-major de l'ALNK sera complètement vidé de sa population et incendié. Les habitants seront parqués dans des camps. Selon certains témoignages, dans les camps, seules 2 ou 3 personnes étaient autorisées à sortir. Le docteur Félix Moumié, président du parti en Suisse pour chercher des armes afin de continuer le combat, sera tué par empoisonnement en 1960. Fana, leader du premier ordre du parti, fut décapité en 1966. La guerre au Cameroun prend officiellement fin en 1971 avec l'arrestation d'Ernest Ouandié, dernier chef de l'UPC, exécuté sur la place publique de la ville de Bafoussam. L'histoire nous dit que jusqu'au début des années 90, on ne pouvait pas prononcer le nom d'Niobe et de l'UPC, sinon on disparaissait. Il a fallu attendre la loi camerounaise numéro 81/022
du 16 décembre 1991 pour donner à Niobe et à Ernest Ouandié toute la considération qu'ils avaient perdue. Pour conclure, nous comprenons de cette histoire qu'il y a eu des hommes de cœur, des héros qui se sont mis au service de leur pays sans attendre de manière immédiate une récompense ou une compensation. Niobe ou Ouandié n'ont pas été inhumés selon les rituels traditionnels. Au contraire, on s'est acharné sur leurs cadavres. Selon la spiritualité africaine, s'acharner sur un cadavre, c'est lui attribuer le titre d'ancêtre des méritants. Heureusement, Ruben Niobe demeure pour les progressistes africains une figure emblématique de la lutte pour la libération nationale, à l'instar du Congolais Patrice Lumumba. Grâce aux progressistes africains, le titre d'ancêtre méritant lui revient de plein droit. Une statue de lui existe en signe d'hommage. Peut-être qu'il aurait été aussi intéressant de mettre en place une journée commémorative à son nom. Nous arrivons à la fin de cette vidéo. Vous aurez toutes les références bibliographiques en barre d'infos. Portez-vous bien et à bientôt pour un nouveau chapitre.